On va écouter les différents témoignages et puis on prendra vos questions dans la salle. Vous aurez le loisir de pouvoir interroger et les experts de l'INPI et les entrepreneurs qui ont bien voulu se prêter au jeu de ces témoignages. Alors tout de suite, je vous parle d'un plateau d'entrepreneurs. Je vais essayer de vous les présenter. Ils ont souvent des parcours impressionnants, avec plein d'essais-erreurs, vous le verrez. On a parlé ce matin, pour ceux qui étaient présents, de persévérance. Vous verrez qu'ils en ont fait la preuve. Peut-être commencer par Elisabeth Delalande, qui est la déléguée régionale de l'INPI en PACA. Elisabeth, bonjour. Alors Elisabeth, c'est une formation ingénieure. À l'université de technologie de Compiègne avec une option, le génie biomédical comme spécialité. Elle ensuite se spécialise dans un centre qui s'appelle le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle avec la mention brevet. On commençait à se profiler vers ce poste que vous occupez aujourd'hui, Elisabeth, à l'INPI. Vous vous formez également comme correspondant en intelligence économique auprès de l'IEP à Aix-en-Provence. Vous rentrez dans un CRIT, Centre régional d'innovation et de transfert technologique, durant 8 ans. Vous montez des projets dans le secteur biomédical. Vous travaillez sur le plan financier et réglementaire auprès de ces entreprises. Et vous me disiez, lorsqu'on a préparé cette conférence, que c'est là que vous avez compris tout l'intérêt de l'API et l'importance de l'utiliser. Et puis commence votre parcours et votre évolution au sein de l'INPI avec le service examen des brevets de l'INPI Paris, 8 ans comme chargé d'affaires pays au sein de la délégation régionale INPI PACA à Marseille, 5 ans responsable du site INPI à Marseille, et puis depuis 2 ans et encore aujourd'hui, délégué régional INPI PACA avec les sites de Marseille que vous connaissez et de Sofia avec 12 personnes à vos côtés. À mes côtés, Nicolas Mille, président de Mille SAS, c'est peut-être une entreprise que vous connaissez. Vous êtes reconnu, Nicolas, pour votre expertise dans la fabrication de chaussures de sécurité. Alors la date est historique, 1912. Mille SAS, vous proposez une gamme de produits de qualité pour tous les environnements de travail, où finalement on doit se protéger les pieds pour travailler, le BTP, la logistique, les services, l'industrie lourde, avec tout ce qui est risque spécifique. Cette marque Gaston Mille, elle est engagée dans une nouvelle dynamique industrielle, avec ses fameux 100 ans d'expérience et même plus. Votre savoir-faire est reconnu avec des gammes. Vous êtes généraliste mais aussi ultra spécialisé, vous nous en parlerez tout à l'heure. À mes côtés, également Michel Falla. Michel, bonjour. Président fondateur, vous faites votre carrière dans les industries de l'électronique, des systèmes sécurisés, ingénieur en traitement numérique du signal. Vous rejoignez dès 89 l'équipe de GEM+, et puis vous entreprenez finalement le développement de tout ce qui est natif au niveau des technologies RFID. Entrepreneur, vous aimez le business développement et en 96 vous fondez Stella Electronics, une entreprise spécialisée dans les terminaux RFID pour les transports publics, la logistique. Vous fondez Traxin, c'est là-dessus qu'on s'arrêtera, en avril 2012 et vous réunissez finalement pour ce faire une équipe d'experts, des laboratoires de recherche, ils sont nombreux en France, en région et même à l'international, avec des leaders mondiaux de l'écosystème du fret conteneurisé. Vous verrez qu'on parlera avec Michel Falla de conteneurs intelligents. Vous me prêterez si je dis des bêtises. Également très ravi d'accueillir Pierre-Yves Toulon de la société Crosslux. Tout comme Traxens, on a beaucoup entendu parler de Crosslux, je vais y arriver, comme d'ailleurs de la société Mille dans la presse. Donc je suis assez ravie d'avoir des chefs d'entreprise qui ont le vent en poupe. Alors Pierre-Yves Toulon, exercice aussi du petit CV, que je vais essayer de faire le plus court possible aussi. Diplômé de l'école centrale de Paris, vous êtes cofondateur de Crosslux, vous occupez le poste de directeur recherche et développement dans cette entreprise. Vous débutez votre carrière au sein de Hewlett Packard, où vous restez 16 ans,
Puis vous rejoignez le groupe Gemalto, j'aime plus, hein, en qualité de directeur de la R&D. Dites donc, voilà des collègues finalement de Gemalto. Pierre-Yves cumule 30 ans d'expérience dans la R&D, hein, dans l'industrie informatique, dans les réseaux, la sécurité, et 23 ans en management de R&D dans des contextes high-tech internationaux. Et puis également de l'INPI, et je lui remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Eric Catapano, vous êtes en charge du site de Sophia Antipolis. Je vais également dérouler le plus rapidement possible votre CV. Docteur en veille technologique et information stratégique, vous passez une thèse au CRM à Marseille. Vous êtes diplômée comme Elisabeth Delalande du Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle avec cette fameuse mention brevet. Vous passez 7 ans dans une PME spécialisée dans le développement des médicaments génériques. Responsable de la veille stratégique, ingénieur brevet, vous comprenez aussi très vite les enjeux stratégiques de l'information et des brevets avant d'investir dans les développements de projets. Et pendant 8 ans, vous êtes chargé d'affaires pays au sein de la délégation régionale INPI-PACA à Sofia, et puis depuis 2 ans, et encore aujourd'hui, responsable de ce site avec une équipe de 4 personnes. Je crois que j'ai fait le tour de ce plateau. J'espère que ça vous donnera envie de les écouter et de leur poser des questions. Tout de suite, je vais me tourner vers notre premier intervenant qui est Nicolas Mille. J'ai parlé de votre cœur de métier, mais finalement, si vous deviez en quelques mots parler de ce qu'est finalement l'activité de Mille SAS, qu'est-ce que vous auriez envie de dire au public qui est venu aujourd'hui au Salon des Entrepreneurs nous écouter? Bonjour à tous d'abord. La première chose qui me vient à l'idée quand je parle de l'entreprise, c'est vraiment d'abord le fait qu'on ait, malgré une concurrence asiatique relativement acharnée, maintenu un tissu industriel. Et on a essayé vraiment de valoriser le savoir-faire français et garder justement la fabrication, on va dire, je dirais presque ça peut aller de la vache jusqu'à la mise en boîte, c'est-à-dire qu'on maîtrise de A à Z la production. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le tissu industriel dans la chaussure et dans la chaussure de sécurité est pratiquement disparu. Donc pour nous, c'était vraiment un challenge de pouvoir continuer l'activité donc sur Courthézon, donc c'est au nord d'Avignon, en restant compétitif, donc en se différenciant du marché international. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu se remettre en question et se spécialiser dans des créneaux de fabrication pour rester compétitif. Nicolas Mille, on parlait de la date de création, 1912, de cette belle PME. Finalement, cette stratégie pays, elle intervient quand? Quand est-ce que vous prenez toute la mesure finalement de cette protection et cette valorisation de ce que vous développez? Il y a eu plusieurs 1912 déjà c'est relativement long en termes de vie d'une entreprise. Moi je suis de la 4e génération. Donc la marque Gaston Mille, qui est la marque de la chaussure, c'est mon arrière-grand-père. Il y a eu plusieurs effets difficiles dans l'entreprise. Il y a eu par exemple la décision de faire des chaussures de sécurité pour arrêter la chaussure de mode qui devenait impossible à fabriquer en France. Cette décision a été la bonne puisqu'on est toujours là. Ensuite, il y a eu une position qui a été aussi d'exporter le plus possible, de miser sur justement des métiers de niche, comme on est spécialisé par exemple dans le oil and gas, dans le pétrole, donc on a des gros marchés à l'international. Et je me permets de rebondir là-dessus, c'est vrai que du coup on a essayé de collaborer avec nos utilisateurs, donc ceux qui portent nos chaussures, et on a développé des produits spécifiques pour eux. Et du coup, il s'en est arrivé qu'on a eu des très bonnes idées. On est présent pratiquement dans, je dirais, tous les pays du monde entier. On achète du Gaston Mille, même plus qu'en France. Et donc c'est vrai que du coup, il a fallu protéger nos innovations. Donc c'est de là que on a commencé à mettre le pied, on va dire, dans les dépôts de brevets, ce qui a été pas facile au départ. Puisqu'il a fallu trouver les bons intervenants, et quand vous habitez à Courthézon
Courthézon, donc c'est au nord d'Avignon, c'est une zone viticole quoi, à la base. Donc c'est vrai que on n'a pas eu on a eu du mal au début à trouver nos marques. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que 1000 SAS oriente sa stratégie d'entreprise avec une stratégie propriété intellectuelle, industrielle? Est-ce que finalement, après, on reviendra sur le prédiagnostic, tous les outils que l'INPI a développés et l'accompagnement que l'INPI a proposé, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que vous développez, dans le développement de votre entreprise, l'API a une place centrale? Ça a été justement un investissement lourd pour l'entreprise puisqu'il a fallu qu'on dynamise le recherche et développement, la partie recherche et développement. C'est plutôt le bureau d'études au sein de l'entreprise. Donc avant j'avais une personne qui travaillait sur le développement produit, maintenant j'ai 5 personnes. Pour nous c'est important, c'est un effectif de 62 salariés sur site. Et du coup, c'est vrai que le budget marketing, bureau d'études a vraiment explosé. Et ensuite, toute la partie brevet, parce que donc on en est à notre deuxième brevet, brevet Europe, le premier en 2007 et ensuite en 2010 le deuxième avec un brevet monde. Qu'on a étendu à différents pays dans le monde. Donc effectivement, je dirais presque naturellement, elle est née d'une volonté de s'adapter à l'international et à la concurrence et de protéger nos innovations. Dans l'intervention de l'INPI et cet accompagnement sur lequel on reviendra, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre manière de travailler? Est-ce que aujourd'hui vous êtes gagnant? Est-ce que vous existeriez sans cette stratégie? Le brevet, c'est vrai que quand on a goûté, on a du mal à s'arrêter, quoi. Ça, c'est le premier truc. C'est vrai que je ne pensais pas que ça allait être aussi prenant, un dossier comme ça. Pourtant, on est des industriels, on a des problèmes tous les jours. Quand vous avez, j'ai 62 salariés sur site, c'est vrai qu'on gère 62 familles, donc du coup, il y a les problèmes du quotidien. Mais la partie INPI, vraiment, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, aucune formation. Heureusement, je peux remercier Madame Olympie de nous avoir accompagnés. Ça a été quelque chose une très très belle rencontre. Et justement aussi, ça a été l'audit qu'on a eu, qu'on a bénéficié, qui est un rapport qui a analysé l'ensemble de l'entreprise sur sa capacité à protéger ses inventions. Et je me suis aperçu à ce moment-là qu'on était vraiment en difficulté, quoi. Donc c'est pour ça qu'à travers ce rapport, cet audit, je me suis appuyé pour ça, pour justement, au fur et à mesure, protéger mes inventions. Quand vous dites en difficulté, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, dans une vie d'entreprise, vous avez des intervenants. Moi, tous mes fournisseurs, ils viennent du monde entier. Mes cuirs viennent de Colombie, d'Afrique, d'Asie. J'ai des fournisseurs allemands et ils viennent dans mon entreprise et ils visitent mes locaux. Et ils voient mes méthodes de production. Donc c'est vrai que j'ai eu malheureusement justement un confrère qui a vu ma méthode de production dans mon atelier de production, et aujourd'hui je suis en procès en contrefaçon avec lui parce qu'il m'a copié mon produit et du coup je me suis retrouvé un peu en difficulté, quoi. Et d'où l'intérêt après de faire attention quand vous recevez des gens, ne pas forcément montrer votre atelier de production, les documents que vous transmettez aux tiers aussi. On a oublié par exemple de mettre dans les contrats de travail des salariés comme quoi ils devaient garder le secret, avoir un secret professionnel. Le devoir de confidentialité. De confidentialité, voilà, qu'on n'avait pas mis, plein de choses comme ça qui font que maintenant on est très vigilant sur la stratégie. Vous n'utilisiez pas non plus le cahier de laboratoire? Le cahier de laboratoire a été mis en place. On a créé depuis 2 ans maintenant un laboratoire d'analyse qui contrôle tous nos produits avant la commercialisation. Ça, c'était aussi tout nouveau, et c'est vrai que l'audit a fait note aussi de rajouter ce cahier qui est important pour le suivi justement des inventions et qui permet aussi de dater de la période de création de l'innovation. Alors la 1000 SAS demain, vous êtes parti sur quel type de développement à 5 ans, à 10 ans? Comment vous allez évoluer, Nicolas Mille? L'idée de l'entreprise, c'est de doubler la production au niveau du site de production de Courthézon. Ensuite, c'est un développement à l'international avec une base logistique aussi en Asie, et là on vient d'en ouvrir une sur Chicago, grâce aussi
un autre organisme qui nous a aidé à nous développer aux États-Unis, mais cette aventure ne serait pas à l'international, ne serait pas là si j'avais pas ces innovations qui m'aident justement à me différencier. Quand vous arrivez sur un marché américain, j'étais à 15 jours, si vous avez arrivé avec des chaussures de sécurité classiques, vous n'avez aucune chance d'arriver sur le marché américain. Donc il faut arriver avec une innovation, et cette innovation, je l'avais dans mon bagage, et quand je suis arrivé aux États-Unis, de suite j'ai vu les Américains qui avaient les yeux brillés en voyant mon invention. Donc là j'ai dit, bah, c'est bon, on y va. Et bon, il y a même des Chinois qui sont venus me voir, ils m'ont dit, ah mais si tu veux je le fabrique pour toi. Et j'ai dit, non, j'ai un brevet qui me protège, donc attention si tu t'amuses à vendre ça aux États-Unis ou en Europe. Donc voilà. Parfait Nicolas, merci beaucoup. Je revois Michel Falla. Vous avez un micro? C'est mieux. Alors ce fret conteneurisé, ce fret intelligent, est-ce que c'est ça votre cœur de métier chez Traxens? Alors, juste pour vous expliquer ce que l'on fait, avant de dire où se trouve, enfin, est-ce qu'il marche déjà? Il marche, il marche. Mais je ne peux pas le faire. On est agile en tribune. Donc vous avez déjà tous vu des conteneurs probablement dans la rue, et en sortant d'ici vous allez en voir tout un tas, vous verrez. Il y en a quelque chose comme 40 millions qui parcourent le monde tous les jours. Vous n'entendez pas? Là vous entendez mieux? Bon. Alors je disais, il y a 40 millions de conteneurs qui parcourent le monde tous les jours, qui font quelque chose comme 150 millions de voyages par an. Et à chaque fois qu'ils voyagent, il y a à peu près 22 intervenants qui vont tourner autour. Ça fait une activité qui est énorme. À l'échelle terrestre, elle vaut 5 000 milliards de dollars par an. Ça commence à faire du monde. L'idée que l'on a eue, c'est de dire tous ces conteneurs, avec tous ces acteurs qui leur tournent autour, il faut les coordonner. Parce que pour l'instant, c'est très mal coordonné. Et un conteneur, en général, quand il fait un voyage, il va venir de l'intérieur des terres en Chine pour aller à l'intérieur des terres en Allemagne. Il va passer sur des barges, sur des trains, sur des camions, sur des navires. Enfin, c'est un grand voyageur. Et si vous faites le calcul, vous allez vous apercevoir aussi qu'un conteneur, s'il fait à peu près 5 voyages par an, eh bien, ça veut dire qu'il y a 2 mois de stock sur 12 qui sont en permanence en train de voyager. Donc ça vaut le coup de savoir où est-ce que ce stock se situe et comment l'orienter. En plus, si vous y pensez un tout petit peu plus, vous allez voir qu'il y a dans tout ça tout l'import, l'export, etc. Et donc ça concerne tout un tas de taxes qui intéressent tous les gouvernements du monde. Au-delà des taxes, eh bien, vous avez des problématiques de sécurité du territoire, puisque dans ces conteneurs, on peut faire voyager à peu près tout. Des immigrés, des médicaments, des armes, du nucléaire, des biscuits, des appareils photo, des iPhones, des choses qui valent cher, des choses qui ne valent rien. Donc vous imaginez l'intérêt de tout cela. Eh bien, l'idée que l'on a eue, et moi j'étais poussin quand j'ai rejoint chez Malto dans le temps, je me rappelle, j'avais le badge numéro 28, et cette entreprise était passionnante. Parce que, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui, où tout est impossible, à l'époque, nous étions jeunes, nous avions envie d'aller découvrir le monde, et tout était possible. Donc, voilà, moi j'avais 28 ans, je connaissais le monde et la technologie depuis tout ce qui se faisait, depuis, je dirais, l'Australie jusqu'en Finlande, et la Terre dans tous les sens, si j'ose dire. Donc c'était passionnant. Une fois que l'on a connu ça, on a du mal à se dire je vais m'arrêter, c'est pas possible. Bon, étant créatif moi-même, après avoir inventé entre guillemets les technologies de la RFID et qui se sont standardisées dans le monde, eh bien je me suis dit tiens, je vais essayer. Donc j'ai pris mes stock options à GM+, et je suis parti et j'ai monté une boîte. À l'époque c'était à la mode. Et bon, ben, j'ai appris mon métier d'entrepreneur, si j'ose dire. Entre autres, on a commencé à sentir ce que ça voulait dire l'innovation, la propriété intellectuelle, se frotter à la concurrence dans le monde, lever de l'argent, enfin faire toutes ces choses qui font de n'importe quel entrepreneur un entrepreneur. Où il commence à savoir qu'innover, c'est quand même un métier. C'est pas juste du génie comme ça se travaille.
Après avoir passé 8 ans de ma vie, après avoir vendu mon entreprise dans un grand groupe, pareil, à la direction du marketing, à la direction de R&D, etc., ça m'a repris de me dire je vais me relancer parce que je me vois pas. C'est un serial entrepreneur. Je me vois pas terminer dans un grand groupe. Et donc, à Marseille, on a quelque chose d'extraordinaire quand même, parce qu'on réunit à la fois des technologies high-tech, le silicium, le sud de la France fabriquait quelque chose comme 40% du semi-conducteur en France. C'est quand même ça compte 40%. On venait d'une entreprise où on était connu pour nos connaissances dans ce domaine, pour la sécurité et pour un petit peu avoir baroudé dans le monde entier. Et puis d'autre côté, il y a un autre métier qui ressemble énormément à ça, où l'on voyage beaucoup, c'est le fret, avec un grand acteur ici dans la région qui s'appelle la CMA-CGM, que l'on voit de loin. Et donc l'idée c'était de dire, bon, ces conteneurs, si on arrive à les coordonner de façon quasi automatique, ben finalement on va devenir le Uber, non pas du taxi, mais du conteneur. Ça compte un Uber aujourd'hui, je ne sais pas combien il est valorisé, 40 milliards ou quelque chose comme ça. On parle même d'ubérisation de l'économie, hein. Ça va très loin, ce concept. Mais vous avez raison, parce que quand vous regardez aujourd'hui toutes les entreprises de la nouvelle économie, c'est quoi? C'est en fait des entreprises qui ont ramassé des données et qui continuent à utiliser l'ancienne économie. En fait, le taxi, c'est toujours un taxi, il y a toujours un conducteur, n'empêche la façon de le payer, la façon de l'appeler, etc., elle a changé. Elle ne se fait plus par téléphone, elle se fait par iPhone, c'est pas pareil. Et tout ça, c'est quoi? C'est un avantage supplémentaire pour l'utilisateur qui décide de passer par eux. Finalement, maîtriser la donnée aujourd'hui, c'est un peu maîtriser le transport de quelque chose. Devant le marché que l'on était en train de créer, eh bien, il n'y avait pas 300 000 façons de faire. Soit on partait par le bas, ce qu'on appelle les démarches bottom-up, et là, on s'en retrouvait devant à peu près 5000 métiers qu'il fallait mettre d'accord avant d'arriver en haut. Soit on passait par les directions générales, on leur expliquait notre projet, et à ce moment-là, ça allait descendre naturellement. Donc c'est difficile de grimper vers les directions générales si vous n'avez pas quelque chose pour dire on fait quelque chose d'innovant. Donc on a développé un petit peu quelques idées de rupture au niveau technologique. Et là, quand on a commencé à approcher ces directions générales, là, on est passé à autre chose en matière d'innovation. C'est l'innovation au niveau du concept, du business lui-même, du modèle de revenu. Et ensuite, il y a eu une espèce de push-pull entre le modèle de revenu et la technologie, et ce qui a commencé réellement à créer de l'innovation. Parce que l'innovation a été tellement compliquée que pour la faire, on bricolait, entre guillemets, ce qui était impossible. Soit on prenait les problèmes un par un, et on en a bien une vingtaine de différents, et on les faisait modéliser par des laboratoires de recherche pour ensuite essayer de les valoriser, de les mettre en place, de les développer déjà avant de les valoriser. Eh bien, c'est ce que l'on a fait. Et la conclusion de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, avec ces innovations, puisque finalement, avant d'arriver à des brevets, c'est que c'est des innovations, c'est qu'on est en rupture, on est en train de créer quelque chose qui va développer un marché nouveau qui n'existait pas avant nous. Eh bien, une fois que l'on a dit ça, on se dit, bon, on est devant un marché énorme, il va y avoir des centaines de milliers d'utilisateurs, il va y avoir il y a 40 millions de conteneurs à équiper, il y a un chiffre d'affaires réalisable à moyen terme qui fait entre 10 milliards et 40 milliards de dollars par an. Et dans tout ça, naturellement, nous ne serons pas le seul, mais nous ne serons pas des centaines. Donc, à partir de là, il faut mettre en place une stratégie d'appropriation de la technologie que l'on a développée. Et donc, c'est comme ça que l'on s'est mis à mettre en place des brevets, des marques. Et là, vous brevetez sur des briques technologiques, vous brevetez sur le container lui-même. Par quoi on commence et comment vous y êtes pris, Michel Falla? Alors, comptez pas sur moi pour vous dire un secret. C'est bien essayé. Pas comme ça. C'est bien essayé. Non, il y a beaucoup de modèles qui ont été développés. C'est des modèles, je dirais, tous des modèles mathématiques à la base.
Et ensuite, il a fallu les développer industriellement. Donc là aussi, vous avez à nouveau des subtilités. Les développer commercialement, vous avez là aussi des subtilités, ainsi de suite. Donc c'est un truc sans fin, en fait. À partir du moment où vous mettez quelque chose de nouveau en place, et où le domaine devant vous est tellement large, nous, on a actuellement 3 ans et demi. On a déjà pris des commandes auprès de tous les acteurs, des gros acteurs d'écosystème, mais par paquet de dizaines, centaines, milliers même. Et donc, il va falloir que l'on maîtrise tout. Et pour cette maîtrise, aujourd'hui, on est sur un train d'une vingtaine de brevets. Peut-être que ça sera beaucoup plus demain. Donc tout ça, ça se développe patiemment. Il y a des choses d'ailleurs qu'il ne faut pas breveter parce qu'il ne faut pas tout raconter. Il y a des choses où il faut mettre des marques. Enfin, c'est toute une stratégie là. Effectivement, les gens de l'INPI sont fabuleux dans le domaine parce qu'on a beau avoir vécu, eh bien, tous les jours, il y a des petites subtilités et il vaut mieux se faire accompagner. Voilà. Merci Michel Fallard. Crosslux, du vitrage photovoltaïque. Finalement, ce vitrage photovoltaïque, il produit de l'énergie, si la blonde a bien compris. Vous êtes sur le bâtiment, le tertiaire. Parlez-nous de la belle histoire de Crosslux. Hein. Faites-nous un peu rêver de ce vitrage, Monsieur Toulon. Oui. Le collègue a mentionné la CMA-CGM. Alors nous, on est intéressés par la CMA-CGM à d'autres titres. Ils ont un magnifique bâtiment sur le port de Marseille. Ah oui, c'est ce petit immeuble là au bord. Il y a un petit immeuble et voilà. Et notre rêve, c'est d'équiper ce bâtiment-là. Celui-là, pour le moment pas parce qu'on est un peu trop tard. Mais voilà. Non, mais ce bâtiment, je le mentionne parce qu'il aide à comprendre pourquoi, et en fait, pourquoi le vitrage photovoltaïque à la base. On est dans un monde où de plus en plus les bâtiments vont avoir besoin d'avoir leur propre source d'énergie. À partir de 2018-2020, on ne pourra plus construire un bâtiment s'il n'est pas dit à énergie positive, c'est-à-dire s'il ne rend pas plus d'énergie sur le réseau qu'il n'en consomme en moyenne sur l'année. Et donc ça veut dire qu'il faut que ces bâtiments-là aient des sources d'énergie qui soient locales. Alors les sources d'énergie locales, honnêtement, les sources d'énergie propres locales, il n'y en a pas énormément. Et c'est vrai que le photovoltaïque est une source de choix. Enfin, quand on regarde aujourd'hui les technos qui sont disponibles. Pas nécessairement la seule, mais en tout cas, c'est bien placé. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, le photovoltaïque le plus répandu, on le trouve sur les toits des bâtiments. Et quand vous prenez justement la tour CMA, là, il se trouve qu'elle a un tout petit toit. Hein, le facteur de forme du bâtiment est assez bizarre, donc le rapport entre la surface de toit et la surface de plancher est ridicule. Et puis il faut se battre en duel avec les climatisations, les machineries d'ascenseur, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de place. Et finalement, la seule surface qui soit exploitable et qui soit proportionnelle à la surface de plancher, c'est la surface de façade. Hein. Et la tour CMA, c'est 50 000 m² de verre en façade, juste pour donner des ordres de grandeur. Donc l'idée du vitrage photovoltaïque, c'est de pouvoir prendre avantage de ces surfaces-là pour fournir de l'énergie, tout en restant un vitrage, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des bunkers comme le stadium. C'est qu'on aime bien voir à travers une vitre. On aime bien voir à travers les vitres. Les gens aiment bien avoir de la lumière, même si quand il y a un peu trop de lumière, ils commencent à mettre des post-it et des feuilles de papier sur les trucs pour se protéger de la chaleur, ce qui est un autre problème aussi. Et donc, effectivement, le vitrage photovoltaïque répond à cette question-là. Fournir une énergie d'appoint, conserver un certain degré de transparence, mais en même temps aussi bloquer une partie du rayonnement qui va être utilisé et transformé en électricité, de manière à ce qu'il va, en effet de bord, limiter les échauffements à l'intérieur, ce qui, dans nos latitudes, est important. Votre stratégie pays, vous commencez par une enveloppe solo au début. Ça devait être juste avant 2011 ou 2012 où arrivent les premiers brevets. Oui, tout à fait. Je suis bien renseigné. Est-ce que finalement, ça aussi, quand on est sur ce type de techno qui sont hyper innovantes, bluffantes, on intègre dès le départ cette stratégie où ça vient au fil de l'eau?
Racontez-nous ça, Alors, Monsieur Toulon. En ce qui nous concerne, enfin je vais parler surtout pour moi, mais je pense que mon collègue Marc Ricci... Oui, Marc Ricci, que le je cofondateur. oui. Vous avez remarqué que c'est pas moi cofondateur de CrossLux. Voilà. Moi j'ai passé plus de 15 ans chez HP, 6 ans chez GM+, etc. C'était des boîtes où la stratégie de propriété intellectuelle faisait partie intégrante, c'était dans l'ADN. Moi j'ai fait en plus, j'ai fait que de la R&D dans ce temps-là. Donc chaque fois qu'on pensait, produit, mais on pensait propriété intellectuelle avec. Donc naturellement, on a un peu cloné ce mode de fonctionnement chez CrossLux. Et c'est vraiment la première chose qu'on a fait. Je veux dire, on n'était que deux, on a posé 3 brevets. C'est le premier boulot qu'on a fait, avec 3 objectifs en tête principalement, à peu près à égalité, je pense, dans l'importance de ces objectifs-là. Bon, le premier qui est évident, c'est la protection du produit. On est un tout petit poisson dans un monde où il y a des gros monstres. Il faut qu'on se protège des gros monstres. Donc ça passe par un dépôt de brevet. Alors, le dépôt de brevet c'est bien, c'est pas tout parce qu'après il faut le défendre quand on est attaqué. Donc ça, heureusement on n'a pas encore eu à le faire. Donc, mais bon, il faut y penser aussi parce que c'est pas tout. C'est pas tout d'avoir les brevets. Il faut encore avoir il y a de la capacité à les défendre. Et ça c'est surtout une capacité financière. Et donc le deuxième objectif, c'est justement le financement, on l'a déjà mentionné tout à l'heure. Quand on a fait notre première levée de fonds, on se présente comme une société innovante. La première chose que nous demandent des investisseurs potentiels, c'est est-ce que votre techno est protégé, est-ce que vous avez des brevets, est-ce qu'on peut les lire, est-ce qu'on peut... etc. Voilà. Donc ça, c'était une grande aide aussi, surtout sur le premier tour de table. Et le troisième objectif, qui est un objectif à plus long terme, donc aujourd'hui on envisage enfin on n'envisage pas, on va industrialiser nous-mêmes le produit, mais dans un second temps, l'objectif est de faire produire ce produit par d'autres gens, par des gens qui ont les reins assez solides pour monter des usines à 100 millions d'euros partout dans le monde. Donc il y a donc une idée de licencier la technologie. Et donc pour pouvoir licencier la technologie, un des éléments, c'est pas le seul, mais le brevet en fait partie. Après il y a des histoires de problèmes de savoir-faire secret, etc., qui sont aussi importants, mais le brevet fait partie de ça. Est-ce qu'on peut considérer que cette fameuse PI, c'est un outil tactique qui sert à finalement regarder devant, qui va permettre d'établir votre stratégie à 5 à 10 ans? Je ne sais pas si la stratégie PI permet d'établir la stratégie à 5-10 ans, mais en tout cas c'est couplé, c'est certain. Alors, en ce qui nous concerne, je veux dire, quand j'ai mentionné ces objectifs-là, il y a des objectifs très court terme et des objectifs beaucoup plus long terme. Donc je veux dire, on ne pense pas stratégie de la société sans penser stratégie de propriété intellectuelle en même temps. Ça m'arrange puisque c'est ce que m'a dit Marc Ricci lors de notre interview préparatoire. Ça prouve qu'on est à peu près alignés, c'est bon même quand on ne se parle pas. Du coup, cette phase de pré-industrialisation, est-ce que c'est pas une phase délicate? Vous allez devoir mettre en place des partenariats avec des gros industriels dans le verre? C'est plus que délicat, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on est tout petit, aujourd'hui on est 7, on ne fait pas de chiffre d'affaires. Alors lever des fonds quand vous ne faites pas de chiffre d'affaires, je ne sais pas combien d'entre vous ont essayé, mais je peux vous garantir que c'est pas facile. On est en train de boucler notre deuxième levée de fonds, on est arrivé à 2,5 millions et ça nous a pris plus d'1 an. Voilà. Et ça parce que effectivement on n'a pas de capacité de production. Et donc pour le deuxième tour, le troisième tour, quand on aura de la capacité de production, on a tout un tas de gens qui sont dans les starting blocks, mais qui ne mettront pas un radis avant ça, quoi. Donc et du coup j'ai oublié votre question, donc c'est pas grave. Je vous parlais finalement de vigilance. Oui, de la persévérance, on en a parlé, mais de la vigilance avec les bonnes actions au bon moment en direction des bonnes personnes. Tout à fait. Ça, on le sait tous, c'est hyper important. Tout à fait. Et, alors, un des objectifs qu'on poursuit aussi, c'est de s'internationaliser assez rapidement. Il y a un marché qui s'est ouvert à nous un peu par hasard, et puis en même temps tout le monde y pense, c'est celui de la Chine. Et que je dis souvent, en Chine, il vaut mieux aller avec les Chinois que contre les Chinois. Et donc là aussi, c'est pareil, il faut être armé au niveau de brevets et propriété industrielle. Alors c'est vrai que la Chine, on a l'habitude des gens qui nous disent mais vous allez là-bas, mais vous allez vous faire piller, etc. Donc oui, c'est possible, mais l'idée est de s'allier avec les Chinois en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que la première question que vous posez les Chinois quand vous arrivez, c'est dans votre techno, là, qu'est-ce qui va me permettre de me protéger de mon voisin? Parce qu'en fait, ils se pillent entre eux aussi bien qu'ils nous pillent nous. Faut pas faire
faut pas faire de la parano, ils nous en veulent pas particulièrement, c'est une façon d'être chez eux, quoi. Donc cet aspect, ma techno est protégée et auto-protégée pratiquement, je veux dire, c'est-à-dire que si vous prenez le produit, vous regardez, et donc si vous regardez le produit de Crosslux, en 2 minutes vous comprenez comment c'est fait. Enfin vous comprenez ce qu'il faut faire pour faire la même chose, ou comment vous pourriez faire la même chose. Mais quant à reproduire exactement le produit et comprendre dans le détail comment il est fait, effectivement, en gros, vous prenez ça, un vitrage transparent, si j'ai ma partie opaque, je fais des trous dedans. Bon, facile. Jusque-là, c'est bon, vous pouvez même regarder au microscope, vous voyez facilement la forme des trous, vous voyez les modèles de transparence qu'on utilise, ça c'est très facile. Mais si vous démontez le produit, vous n'êtes pas foutu de dire comment on l'a fait. C'est infaisable. Ce sont des recettes de physique des matériaux, etc. C'est pas reproductible comme ça. Et ça, en soi, c'est une force énorme parce que c'est un produit qui est difficile à copier. Même si vous pouvez reproduire l'aspect. Donc ce qui est protégé dans les brevets, c'est l'aspect du produit. Et les aspects procédés et toutes les choses qui sont fines et qui sont en derrière sont conservés en savoir-faire secret. Innover, ça prend du temps. Avant de faire circuler un micro dans la salle pour vos questions, on va peut-être demander un mot de la fin à Monsieur Mille, à Monsieur Fallat, si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette stratégie pays, par rapport à la stratégie de votre entreprise. Je vous sens très tenté. Ne me laissez pas seul. Je crois qu'à partir du moment où l'on innove, et le monde d'aujourd'hui, il y a plein d'innovations, on le voit tous les jours de partout, eh bien il faut essayer de s'approprier cette innovation-là. Et c'est toute une organisation, il faut la voir de façon... je sais, il y a plusieurs façons de le voir, effectivement, il y a des façons défensives, mais il y a des façons offensives aussi de voir la propriété intellectuelle. La façon défensive, c'est que j'ai un marché déjà établi, il faut que je prenne ma petite part là-dedans, et comment j'empêche les concurrents d'y rentrer. Il y a une façon offensive qui consiste à dire je vais préempter sur tout un tas de choses pour justement commencer à conquérir mon marché et essayer de le garder le plus longtemps possible avant de le lâcher à d'autres gens. Voilà. Mais il faut que ce soit intégré dans les gènes de l'entreprise. Je crois qu'il faut oublier le génie qui invente un truc dans son coin. Aujourd'hui, toutes ces innovations, c'est quelque chose de dynamique qui doit s'inventer avec tout le monde. Et la protection de tout cela est quelque chose qui est loin d'être trivial. Merci Monsieur Fallat. Est-ce que Monsieur Mille veut rajouter un mot? Et puis on finira par Monsieur Toulon. Je vous laisse préparer un petit mot de clôture. Effectivement, je crois qu'on a en France beaucoup de talents, de personnes qui, je parlais tout à l'heure de savoir-faire, et tout ça il faut savoir le valoriser, le mettre en avant, le protéger, et je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'investir justement dans le brevet, qui c'est vrai pour une PME comme la mienne et vraiment n'avait pas l'habitude de ce genre de budget, les avocats, tout ça, les procédures en contrefaçon qui sont longues et semées d'embûches, mais effectivement il faut y aller, et c'est vrai que du coup on valorise l'entreprise, on valorise nos équipes, et je crois que ça donne une bonne motivation à tout le monde, et voilà, c'est une très très belle, le brevet c'est une très très belle aventure, vraiment si je le referai, et je suis content d'avoir goûté à ça, voilà. Merci Nicolas. Monsieur Toulon, avez-vous un micro? Voulez-vous dire un petit mot de la fin? Oui, juste, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'aspect financier de la protection. Et c'est vrai que nous, quand on est parti bille en tête au démarrage, on a posé 2-3 brevets. C'était facile, ça coûtait 700 € par brevet. Voilà, c'était bien. Et puis après, est venu le moment des extensions internationales, et puis il a fallu choisir les pays, et puis on a eu... C'est combien là? Ah oui, d'accord. C'est par pays? Ah oui, d'accord. Donc après, c'est pas pour dire que ça coûte cher, c'est pas le problème, mais c'est vraiment une question il faut vraiment que ça soit intégré comme une stratégie d'entreprise. Et donc là, c'est vrai que nous, pour les extensions internationales, il a fallu qu'on fasse des choix spécifiques. On aurait bien aimé se protéger partout, c'est pas possible.
Et donc, Europe, Chine, Japon, États-Unis, Brésil, Émirats. Voilà, exactement. Voilà. Et donc ça vous oblige aussi, quand on parlait de stratégie, ça vous oblige à penser votre stratégie en disant où est-ce que je vais, où est-ce que je vais vendre, où est-ce qu'il faut que je sois protégé, parce que c'est pas nécessairement équivalent aux endroits où je vais vendre. Et donc toute cette mécanique-là aussi, il faut bien l'intégrer, il ne faut pas l'oublier. Le mot de la fin peut-être pour Elisabeth, et puis Eric si vous le souhaitez. Elisabeth, est-ce que... Oui, alors moi ce que je voulais ajouter, c'est qu'on parle de stratégie pays gagnante. On a été super technologique pendant cette heure. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a aussi une valeur extrêmement importante qui doit être accordée à la marque. Parce que la marque, c'est ce par quoi l'entreprise va se faire connaître. Et si je prends votre exemple, Monsieur Mille, vous avez une marque ancienne, vous avez des valeurs, vous respectez l'environnement, vous êtes certifié ISO 9001 et le fait que vous souhaitiez vous différencier par l'innovation transparaît aussi au travers de votre marque et c'est de cette façon-là que les clients vous perçoivent, c'est grâce à ça. Et donc, il me semble qu'il est vraiment très pertinent aussi pour des PME, des startups, de soigner vraiment l'aspect marque de l'entreprise. C'est vrai que nous avons beaucoup parlé de brevets et peu de marques. Eric, j'ai rien à rajouter en fait. Rien à rajouter. Parfait. Le fait effectivement qu'il faille combiner toutes ces ressources que constitue la... Avec un micro, sinon on va se fâcher. Vous voyez, vous avez un mot de la fin. C'est un peu une redite de ce que disait Elisabeth. Effectivement, c'est parfois la combinaison de tous ces types de propriétés qui ont du sens pour l'entreprise et surtout si l'entreprise a une cohérence interne. Je vous remercie.